Les procès en collaboration qui lui furent intentés à la Libération étaient injustes. A tout de suite, faites comme chez vous. Guitry dans 2 secondes. Europe 1, faites comme chez vous. Pierre-Louis Basse. Voilà qui nous fait plaisir, avec de nombreux invités, évoquer Sacha Guitry, lorsqu'on sait le succès et au théâtre et récemment sur France 2, qui a rencontré le travail autour de Guitry, preuve que vous êtes passionné par ce personnage. Bonjour Jean-Laurent Cochet. Bonjour. Bonjour mille fois et merci mille fois d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes comédien, une mémoire vivante du théâtre de ces 40 dernières années et vous mettez en scène et jouez actuellement aux 2 colombes de Sacha Guitry, on est bien d'accord, hein. Exactement. Du mardi au samedi 21h. Bonjour Jean-Pierre Danel. Bonjour. Vous êtes producteur de disques, vous êtes un fou furieux de Guitry. Ça fait des semaines avec Dora qu'elle me tanne, elle me dit si on fait Guitry, il faut que tu fasses venir ce jeune homme. Et on voulait faire Guitry, mais on cherchait le bon moment pour prendre le temps. Vous avez bien sûr écrit un texte qui s'intitule Le destin fabuleux de Sacha Guitry. Bonjour Noël Giret. Bonjour. Vous êtes la responsable commissaire de l'exposition Guitry à la Cinémathèque française et auteur de Sacha Guitry, une vie d'artiste chez Gallimard. Et je salue un écrivain, François Dufay, bonjour. Bonjour François, vous êtes rédacteur en chef au Point, mon confrère, romancier. Vous avez écrit l'hiver dernier, il y a quelques mois, hein, je crois. Hein. Déjà, le temps passe. Le soufre et le moisi, la droite littéraire après 45, Chardonne, Morand, les Hussards, un texte tout à fait intéressant, moi qui m'avait bien plu, chez Perrin. Et je vous ai convoqué, si je puis dire, pour bien, avec vous tous, remettre les choses en place. Guitry n'était pas du voyage en Allemagne, on va en parler. Guitry a souffert le martyre. C'était sans doute très injuste, Jean-Laurent Cochet, ces procès à la Libération. Oui, c'est d'autant plus injuste qu'on savait déjà, en particulier, tous les Juifs qu'il avait sauvés. Je crois que peu en ont sauvé autant que lui, à commencer par Tristan Bernard. Et c'était, vous savez, c'était un procès d'intention, comme il a dit lui-même, parce qu'il était plus grand que tout le monde, plus haut que tout le monde. Ça a été une vengeance des médiocres, c'est souvent ce qui se passe. Mais ça a duré, ce qui est étonnant, et c'est... Moi, j'ai eu la chance, lui, je ne l'ai pas connu, mais j'ai eu la chance, après sa mort, d'avoir des relations très régulières, téléphoniques, puisqu'elle ne sortait plus. Sa dernière sortie avait été de venir voir le Nouveau Testament que j'avais mis en scène. Je parle de Lana Marconi, sa dernière femme. On s'appelait quasiment tous les jours, et elle me disait, il y a un vieux militaire à la retraite qui, tous les jours, en passant sous ses fenêtres, à Neuilly, criait « Femme de collabo ». Ouais, ça a duré pendant des années. C'était devenu une tarte à la crème. Comme les faux résistants qui tondaient les femmes. Exactement. L'histoire connaît son lot. Je voudrais peut-être, on va évoquer bien sûr la Cinémathèque, mais Jean-Pierre Danel, c'est pas faire injure à qui que ce soit, mais vous êtes jeune, vous êtes le plus jeune de la bande. Qu'est-ce qui fascine, une fois qu'on a dit que Guitry est né à Saint-Pétersbourg, je crois, en 1885, qu'on parlait de la Russie, mais on y est. Qu'est-ce qui vous fascine chez Guitry ? L'esprit Oui. et le côté novateur qu'on oublie trop souvent, je trouve, parce qu'on le raccroche souvent à des citations qui sont souvent d'ailleurs assez inexactes, pas toujours, mais quelquefois. Qui se vulgarise avec le temps. Voilà, un petit peu, mais c'est vrai qu'il avait un esprit très brillant dans son écriture, dans sa répartie, etc. Mais c'était aussi un homme très très novateur, notamment dans le cinéma, dans le théâtre aussi d'ailleurs, mais dans le cinéma notamment. Et c'est très très impressionnant de voir toutes ces années après que les choses qu'il a inventées, comme la voix off par exemple dans le roman d'un tricheur, sont restées complètement d'actualité aujourd'hui. Le playback, c'est lui le playback ? Orson Welles l'a repris d'ailleurs. Absolument, Orson Welles lui rendait hommage. Voilà, et aujourd'hui encore, beaucoup, par exemple, des séries télévisées qui marchent très bien de nos jours, fonctionnent notamment basées sur la voix off, qu'il a inventée en 1936. Donc c'était extrêmement en avance sur son temps. Ça et beaucoup d'autres choses. Il avait mélangé des spectacles, théâtre et projection de films selon les axes, etc. Voilà, donc c'était quelqu'un d'extrêmement brillant et de novateur et qui était tout le contraire de quelqu'un qui était coincé dans les conventions de son époque. Il a au contraire dynamité toutes les conventions de l'époque. Mais alors comment expliquer, on va parler bien sûr cinéma avec vous, Noël Giret, avec le travail que vous faites à la Cinémathèque, mais comment expliquer tout de même qu'il y a toujours un brin de cynisme qui reste dans le sillage du personnage Guitry. On n'en arrive pas. Est-ce qu'il était populaire oui, mais un petit peu comme on dit encore misogynie, ce qui est proprement absurde quand on connaît son œuvre et sa vie. Vous savez, les terminologies, les gens mélangent tout. Je pense que c'est cet esprit dont vous parliez, qui est absolument extraordinaire, est quand même avant tout à base, alors que c'était un homme généreux, profond, bon, c'était à base quand même de ce qu'il avait connu dès son enfance. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'après toutes les monstruosités qu'on lui a fait subir, il ne se soit pas aigri davantage, parce que désenchanté,
il a été très jeune, de par ses relations avec son son père, père, et puis tous les fameux parrains qui l'entouraient, les Feydeau, les Rostand, les Mirbeau, etc. Il avait du monde, une vue, il adorait la vie, bon, mais il n'était pas dupe, il était très, très lucide, et dès ses premières pièces, Veilleur de nuit, qui est un chef-d'œuvre qu'il a écrit à 26 ans, le rôle du vieux monsieur qu'a créé Harry Bor, il lui fait dire des choses, c'est peut-être son père qui les disait, je ne sais pas, mais vous savez, il me fait penser, il contient un petit peu tout ce qui a précédé. Il est unique parce qu'il a un style unique, Il est très un noir. ton unique, peut-être pas noir, mais peut-être pas il est noir. cinglant, quand même. C'est pas un autre, pas tout à fait non plus, ça c'est un nouille plutôt. Non, il y a un côté, comment dirais, chez cet épicurien profond, il y a ce qu'il y a souvent chez l'épicurien, il y a le stoïcisme, il y a donc le scepticisme. Mais parce que si on dit noir, etc., ça veut dire qu'il est dur. Non, il n'est pas méchant du tout. Il effleure les choses. Il a trop d'esprit pour attaquer. Noël Giret. Je crois qu'en effet, parmi les amis de son père, il y a Jules Renard qui Ah bah oui, l'a avant beaucoup tout. marqué. Et Avant n'oublions tout. pas en effet le côté noirceur, mot d'esprit, mais mélange de noirceur et de scepticisme en effet de Jules Renard, ou Mirbeau, qui était également Oh là un là, grand ami de son plus. père. Voilà. Et tout ça l'a marqué, sauf que lui, je crois qu'il a un goût, un amour de la vie. Ça se sent. Donc les deux choses cohabitent chez lui, à mon sens, et c'est pour ça qu'il est très très attachant, c'est qu'il ne peut pas en effet s'empêcher d'avoir ce fond de septimie, d'être sceptique, mais il aime profondément la vie, et avec une certaine insolence. Pour revenir aux attaques, en fait, quand on l'attaque, je pense aussi qu'il y a une part de certains qui l'ont attaqué, une part de jalousie Bien vis-à-vis de sûr. cet Il a toujours insolent trois bonheur trois trains d'avance. qu'il affiche. Exactement. Voilà. Noël Giret, il a un début de parcours très chaotique. C'est un garçon qui, à l'école, est très indiscipliné. Enfin, je veux Ah dire, oui, est, c'est peu est hors dire. cadre. C'est le Hein, rôle de son père. C'est un rôle aussi. de loustique. Oui, parce que son père, d'abord, ne pas oublier, est un monstre sacré. Il y a Sarah Bernard, côté Et lui. femme, et Lucien Guitry, côté homme. Donc déjà, les parents se séparent très tôt. Et bien que ce soit la mère qui est la garde, en fait, Lucien Guitry est un personnage totalement envahissant. Il adore son fils. Il a 2 fils, mais c'est Sacha qui va choisir, parce qu'il voit en lui potentiellement un talent. Et il faut dire, l'empêcher un petit peu de faire une scolarité dite normale. Parce qu'il offre à Sacha d'autres choses et d'autres De même bonheurs. qu'après, il ne sera pas très content qu'il veuille faire le même métier. Et après, il ne va pas être content. Voilà. On fait une petite digression, les amis, une petite digression au téléphone avec François Dufay, hein, et puis on va revenir. Et bien sûr, vous nourrissez le débat autour de ces accusations de collabo. François Dufay, vous nous confirmez-vous qu'il n'est pas du voyage en Allemagne et que c'est une affaire qui concerne bien d'autres personnages que vous, et vous racontez tout cela dans votre livre, François? Oui, bien sûr, les Allemands avaient organisé plusieurs voyages d'écrivains, de comédiens, de peintres et de sculpteurs, et Guitry n'en était pas, évidemment. C'était plutôt soit des collaborateurs engagés, soit des écrivains qu'on voulait rameuter, qu'on voulait séduire. Ça allait de Jacques Chardon à Marcel Jouandeau, ou alors des gens plus convaincus comme Drieux-La Rochelle et Brasillac. Oui. Pas de Guitry dans ce casting, si j'ose dire. Brasilia qui l'a payé de sa peau, puisque le général de Gaulle a refusé la grâce, hein, il a été fusillé, et Drieux s'est suicidé. Oui. Absolument. Oui. Cela, c'était vraiment la pointe la plus extrême de la collaboration, à l'opposé peut-être de gens qui faisaient partie du décor et qui avaient continué leur vie mondaine, littéraire, comme si de rien n'était. Un type comme Razillac lançait des appels au meurtre dont je suis partout, donc de même Drieux estimait qu'il avait joué et qu'il avait perdu, et lui en avait tiré les conséquences en se suicidant. Brasilia qui, au demeurant, était un magnifique romancier, les 7 couleurs, comme le temps passe, notre avant-guerre. Un génial bonhomme, mais effectivement écrivant des choses épouvantables. Alors, on a du mal à faire le lien entre... Oui, mais on peut aimer. On pourrait faire un débat autour de ça d'ailleurs. Oh là, Pouvons-nous oui, aimer alors. Bon, enfin, en tout cas, moi je dois dire que je suis un admirateur forcené de Brasiliac. Du romancier, bien sûr. Une chose très, très concrète, un petit encadré, et on vous laissera, parce qu'on vous entend assez mal au téléphone, François Dufay. Ce voyage, quel est ce voyage? C'est un voyage vers Berlin ou toute l'Allemagne? C'est un grand tour de l'Allemagne Ouais. qui commence par les maisons des écrivains ou des musiciens romantiques, Ouais. et qui finit en gros à prosterner devant Goebbels, qui est celui qui tire les ficelles, qui est le ministre de la propagande
du Reich. Donc les Allemands savaient, avec un art consommé de la propagande, monter ce genre d'opération de relations publiques et après l'exploiter, comme il disait, par des retombées médiatiques, là dirait-on aujourd'hui. Merci mille fois François Dufay d'avoir été avec nous pour ce petit éclairage. Jean-Laurent Cochet, Jean-Pierre Danel et Noël Giret sont avec nous. Alors, la collaboration, comment expliquer ce qui s'est produit à la Libération? Il est quand même placé en garde à vue, hein. Il est en garde à vue, il est inquiété. Motif ignoré sur le dossier, il est indiqué motif ignoré. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait passer, que la justice avait passé des articles dans la presse en disant si qui que ce soit a quelque chose à reprocher à M. Guitry, on est preneur. Et personne ne s'est manifesté naturellement. Bon, mais en même temps, franchement, on peut le dire aujourd'hui, c'est pas faire offense à son talent, c'est pas René Char. Question courage, hein. Prends pas le maquis. Faut quand même relativiser. Je suis obligé de poser la question. Non, justement, je je crois pas. Alors Jean-Pierre et ensuite... Si on continue à parler de Guitry à propos de ça, on perd le temps. Au lieu de parler de l'homme du génie... Hein, il a aidé beaucoup de monde, il a sauvé des gens. Je pense qu'on lui a beaucoup reproché d'avoir un train de vie qui est resté assez fastueux et que ça passait mal, mais c'était encore une fois, comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de jalousie. Non, il est clairement irréprochable par rapport à ça. Noël Giret. Disons que Guitry, il ne s'en est jamais caché, est pétiniste. Voilà, ça c'est. Mais il n'est pas le seul, absolument. Mais il a toujours revendiqué au sens de ce qu'il avait connu depuis l'enfance. Guitry n'a aucun sens politique, contrairement à son père qui lui a été Dreyfusard, avait des amis justement engagés comme Anatole France ou Mirbeau. Sacha n'est pas politique, il a une naïveté totale. Oui, mais c'est par rapport à la presse, ils sont un comédien. Vous savez, il n'était pas politique parce que moi je continue à penser qu'un artiste n'a pas à se mêler de politique, surtout étant donné ce qu'elle devient petit à petit. Alors on a beau dire idéologie politique, etc. Ce sont des ragots, c'est minimiser les œuvres et les hommes. Pardon, mais il y en a marre de ça. Vous vous rendez compte qu'on a 20 minutes et on va quasiment pas parler de l'œuvre. Ah bon, on fait que ça, non. Non, on fait que ça. Si on parle du collabo, non. Non, mais je cherchais à définir la racine des attaques, en fait. C'est la racine des attaques qui permettait un dossier où finalement à l'arrivée, il n'y a rien. Bah oui, et il est aux archives nationales, il n'y a rien. Rideau. Un non-lieu. Il a commencé son livre en disant il n'y avait donc pas lieu. Rideau. Jean-Laurent Cochet, qu'est-ce qui fait la puissance et le génie de Guitry au théâtre? C'est qu'il contient, je vous disais tout à l'heure, il contient absolument, par admiration, ça a été une de ses grandes vertus, il contient tous ceux qui l'ont précédé. Vous parliez des phrases spirituelles dans Guitry, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que dans les pièces les plus légères, toutes sont parfaites, même les moins rares. Et vous extrayez de ces pièces-là une réplique au hasard, sans que les gens sachent que c'est de Guitry, vous leur demandez de qui c'est, en général, ils vous répondent Monterland, Chamfort, Joubert, Vauvenargues, puis à côté de ça, il y a aussi les scènes de loufoquerie. Moi, les 2 colombes qu'on joue en ce moment, c'est la pièce qu'il préférait, avait-il dit à Lana Marconi, car il y avait mis tout ce qu'il avait préféré dans ses pièces précédentes. C'est une imbrication en tant que construction, parce que c'est un constructeur d'art dramatique absolument insurpassable. Il réussit à faire tenir 2 pièces en une seule, une pièce qui va jusqu'à la loufoquerie, c'était Elsa Pepine, il a des trouvailles inimaginables, et une pièce sur l'adoration, qui est le vrai sujet de l'œuvre. Et ça a été de tout temps. Vous savez, je crois qu'on peut dire de Guitry ce qu'on disait de beaucoup grands auteurs, je crois que c'était Goethe, si je n'avais porté en moi le monde par pressentiment, avec les yeux ouverts, je serais resté aveugle. C'est difficile d'expliquer le génie. Il était fait pour ça. Il y a des œuvres, et puis un jour, elles tombent sur quelqu'un, il les signe. C'est Mozart, c'est Guitry, et ça sera inépuisable. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle passe la rampe systématiquement, forcément, des années. Il ne faut pas oublier qu'il était aussi comédien, et quel comédien, là aussi, alors qu'on a pu dire comme bêtise sur l'interprète, c'est un modèle pour tous les comédiens, car il n'avait pas uniquement c'est une scansion, une voix extraordinaire. De temps en temps, mais quand il joue Désiré, il n'a plus cette scansion ni cette voix-là. Tout ce qu'il a joué est d'une variété étonnante, ça aussi, on voulait l'attribuer, ah oui, mais il est très... La preuve, c'est que tous ceux qui ont voulu l'imiter, ils se sont cassés la gueule. Jean-Pierre, oui. Sur ce...
Je pense que comment dire, l'œuvre de Guitry est très riche et très variée. C'est-à-dire quand on la réduit à quelques citations misogynes, c'est effectivement très étroit. Oui, ça fait léger, oui. Voilà, il y a toujours un malin qui dit Dieu a fait la femme en dernier, on s'en la fatigue. Non. Mais il faut pas oublier non plus qu'il attaque aussi les hommes et les couples. Hein. Bien sûr, et puis il dit des choses très belles quand il dit à sa femme comment les autres hommes... voulait pas hommes... de l'avoir sorti celle-ci. Quand il dit à sa femme comment les autres hommes peuvent-ils vivre sans toi, c'est au contraire très beau. Mais vous savez, surtout c'est très fort. Le dernier mot qu'il a dit à Nana Marconi, et s'en est resservi dans cette pièce que je joue d'une façon plus discrète, je t'attendais sur cette terre. Oui, c'est pas à toutes les femmes que l'homme qui les a choisies a dit ça. En plus, il y avait en lui une profondeur de tendresse. Je crois qu'il y a des gens qui l'avaient dans le collimateur avec la même violence qu'il aimait les autres. Je crois quand vous parliez tout à l'heure de la petite gêne qu'il peut y avoir aujourd'hui à le considérer comme un classique, on va dire, c'est parce que je pense que les gens confondent la légèreté apparente, qui est le masque sous lequel il se présente, avec la profondeur qu'il y a derrière, et que les gens qui n'ont pas été vraiment voir ces pièces ou ces films n'ont pas saisi, parce qu'ils n'ont vu que la légèreté apparente de façade, alors qu'il y a une très très grande profondeur et une philosophie de vie derrière. C'est sa délicatesse, ça, de traduire les choses les plus profondes. Absolument. Vous savez, quelquefois, là j'ai cité des noms tout à l'heure, mais on peut très bien se demander, on sait toujours des gens se disent mais ça c'est Beaumarchais ou c'est Guitry. Il faut le jouer, c'est ce qu'il disait à sa femme d'ailleurs, mes pièces se respirent profond et se jouent léger. Comme tous les grands classiques, c'est un immense classique. Absolument. Comme Marivaux, comme Henri Beck, il les contient tous. Est-ce qu'on peut dire justement, je vous pose la question à vous trois, que c'est finalement le théâtre qui le porte aujourd'hui, je veux dire, et qui le rend et qui le rendra immortel, plus que le cinéma, qui appartient à une période écrite et donnée. Non, je vous pose la question. Alors, Noël Giret et ensuite... Moi, je pense que pour moi, c'est les deux. Les deux, absolument. C'est évidemment le cinéma qu'il a à un moment remis un petit peu plus en selle par rapport, entre autres, aux jeunes, je pense, les films. Oui, bien sûr. Voilà, mais je pense que vraiment les deux choses avancent ensemble. C'est extraordinaire quand on avait l'occasion de revoir, parce qu'il n'a pas eu de purgatoire en quelque sorte, c'est ça qui est extraordinaire. Enfin, son œuvre, et il a toujours, quand on allait revoir au Quartier Latin, des films qui passaient, quand les distributeurs le permettaient, j'étais stupéfait de voir le nombre de jeunes et les réactions qu'ils avaient sur les choses les plus aiguës, et après ça les a amenés au théâtre, effectivement. Nous, en ce moment, on a un mélange de public étonnant, et beaucoup de jeunes. Je suis contre les femmes, tout contre. Oui. C'est splendide. Finalement, en gros, on peut se dire qu'il les aime, les femmes, et qu'il les rejette point. Il dit d'ailleurs qu'il faut les aimer beaucoup pour avoir le droit d'en dire du mal. Exactement. Quelle vie aura été la sienne du point de vue affectif et du point de vue amoureux? Je crois que c'est un homme qui s'est donné tout entier à ses relations et qui a beaucoup souffert aussi de ses relations amoureuses, parce qu'il a eu des grandes histoires d'amour avec quelques contrariétés, on va dire, avec certaines de ses épouses. Mais il n'y a pas eu que les épouses, vous savez. Moi, j'ai eu la chance de bien connaître et bien fréquenter des dames qu'il aurait eu envie de posséder. Il y a toujours encouru des bruits sur, mais est-ce qu'il était vraiment pas impuissant? Bon, beaucoup peuvent répondre qu'il ne l'était pas, et en particulier une femme qui était une comédienne sublime d'ailleurs, et on confond un peu tout maintenant, on dit elle l'a dénoncé, je parle d'Hélène Perdrière, qui avait créé des pièces avec lui, il en était profondément amoureux, et puis c'est pas elle qui l'a choisi, alors elle a été naturellement très dépitée, mais Mona Goya aussi, et puis Arletty m'a dit, alors ça, cette histoire sublime, il était fou d'Arletty, c'est elle qu'il aurait voulu épouser, et elle lui avait dit, ah non, vaut mieux qu'on reste amis, ça durera plus longtemps, ou alors qu'on se soit béni par le pape. Alors, il nous reste 5 belles minutes, donc on a passé un beau moment autour de Guitry, je peux citer plusieurs livres, je ne vais pas être exhaustif parce qu'on n'a pas tous les textes, j'ai en tout cas celui de Jean-Pierre Danel, Le destin fabuleux de Sacha Guitry, c'est chez Document, Sacha Guitry, une vie d'artiste, ça marque-page, Gallimard, c'est magnifique, comme Gallimard sait faire de très beaux livres autour de la Cinémathèque française. On va trouver quel type de documents et de repères dans cette exposition, Noël Giret? C'est en fait le fonds Guitry de la Bibliothèque nationale de France, qui est totalement inédit, puisque son secrétaire, pendant des années, l'a protégé et nous l'a cédé il y a quelques années. Donc tout ce qui est dans l'exposition provient de ce fonds. Ce qui veut dire qu'il y a une très grande proximité avec l'artiste. Oui, parce que ce sont les archives privées, des archives, mais aussi des archives de travail, où justement, on espère en tout cas,
que disons, les personnes qui voient l'expo aillent vraiment au cœur du travail de Guitry. Là, on voit qu'il y a quelqu'un de léger peut-être, mais que derrière, il y a une force de travail. Et on parlait du novateur aussi, pionnier de la radio, pionnier de la télé. On a essayé de faire apparaître tout ça dans l'exposition. Une voix... La voix est partout. Une La voix est partout dans l'expo. Une voix qui fait rêver. Ah oui. C'est dommage qu'il n'ait pas chanté, cet homme-là. Il aurait chanté comme Charlie Chaplin. Il chante dans l'exposition. 1 seconde. Ah bon? 2 secondes, 3 je n'ai pas entendu. Il disait ça. qu'il chantait très mal. C'est dans Bonne Chance, c'est un film que j'aime beaucoup. Merveille. Et dans Bonne Chance, tout d'un coup, Merveilleux Guitry film. chante. Alors là, Je me souviens pas. Comment avez-vous rencontré Guitry, Jean-Pierre Daniel? Comment? C'est un peu le hasard. C'est par le biais de ces citations qu'on s'était tout à l'heure. J'en avais entendu une qui était la pire des choses que vous puissiez faire à un homme qui vous a pris votre femme, c'est de la lui laisser. Et j'avais trouvé ça délicieusement cruel, mais assez juste. Et donc ça m'a interpellé. Après, vous avez envie de creuser. Voilà. Et donc après j'ai creusé, j'ai lu toutes les pièces que j'ai pu. J'ai été voir toutes celles qui se jouaient. Dieu sait s'ils s'en jouent régulièrement, fort heureusement. J'ai vu ces films. Et puis quelques adaptations qui ont été faites ensuite, parfois un peu moins heureuses. Et donc j'ai découvert tout cet univers et j'ai lu sa vie ensuite. Et je me suis aperçu qu'il avait une vie absolument extraordinaire, fascinante. C'était un vrai personnage romanesque. Qui vient de loin, Oui, né à Saint-Pétersbourg, c'est ça. Et vous une savez brouille bien jusqu'au sûr bout avec son père. Pourquoi il s'appelle Non, pendant Sacha, 13 ans. vous le savez. Parce que c'est le diminutif d'Alexandre et qu'il était le filleul du tsar Alexandre. Il était le filleul du tsar. C'est quand même extraordinaire. Alexandre III. C'est de quand même commencer sa vie c'est quand comme même ça. la- c'est quand même la classe. Il faudrait quand même qu'on se quitte par le théâtre, puisqu'on a passé 20 bonnes minutes avec Guitry, donc on va se séparer avec vous, Jean-Laurent Cochet, et puis avec votre voix. Vous jouez toute la semaine cette pièce. Vous y retrouvez vraiment Guitry? Ah, On complètement. va y trouver Guitry? Complètement. Et j'oserais dire, c'est pas à moi de le dire, mais puisque tous les critiques Aux deux pour une fois, colombes. unanimes l'ont dit, je crois qu'effectivement, je le fais bien passer à travers moi. Si vous voulez, très immodestement, je vais vous dire le mot qui m'avait bouleversé, vous vous en doutez, que m'avait dit Madame Marconi en venant voir le Nouveau Testament, vous êtes le seul qui ne cherchiez pas à l'imiter et qui me l'évoquiez. Ouais. Et en même temps, on se doit, Jean-Laurent Cochet, une fidélité, je veux dire, de mémorielle et de rythme terrible. Mais c'est très Guitry, on peut pas. difficile, c'est très difficile à jouer. Il y a une métrique extraordinaire, il y a une cadence, il y a un rythme auquel on est forcé de se plier sans que ça devienne une imitation, parce que c'était son rythme personnel. Il n'y avait pas de passage de la vie à la scène, les deux étaient toujours mêlés. On a passé un bon moment, non? Oui, Absolument. Avec Guitry. Alors moi je vous la redonne, celle dont je me souviens, ma mémoire défaille. Dieu a créé la femme en dernier, on sent la fatigue. Il exagère quand même là. Là sur celle-ci il exagère. Mais il résistait pas. Elle est drôle, mais il exagère un peu. si un Il homme pousse le d'esprit bouchon. n'utilisait pas son esprit pour aller plus Vous loin avez que bien raison. d'autres. Vous avez bien raison. Merci mille fois, bon théâtre. Merci. On ira vous voir, merci Noël. Merci. Et Jean-Pierre, à très bientôt. Merci à vous. Et à la semaine prochaine bien sûr. En faites comme chez vous.